Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans ce numéro d'Entre les lignes. Nous parlons d'une question particulière ou des questions importantes de notre pays, la République démocratique du Congo. C'est vrai, vous le savez, depuis 2019, nous avons un nouveau président, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui préside aux destinées de notre pays. Est-ce que le président Tshisekedi est-il en train de rassurer au niveau national, au niveau international, au niveau des Congolais de la diaspora? Est-ce que ces idées portent-elles? Est-ce que Tshisekedi suscite autant d'espoir que quand il a pris le pouvoir en 2019? Quelles sont les réalisations qu'il a faites? Qu'est-ce qui est en train de plaire aux Congolais dans sa gestion de la Respublica? Je reçois dans ce numéro un Congolais, une personne qui a une autre façon de voir, un autre regard du Congo vu de l'étranger. Il a accepté de venir répondre à notre invitation. Alex Toudibamoué. Bonjour Alex. Bonjour Dan. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie Alex, c'est une première d'être chez nous. Merci. Merci d'abord de répondre à notre invitation. Et qu'est-ce qui justifie le fait que vous reveniez au pays après tant d'années passées en France? Je dois vous présenter, excusez-moi de vous présenter d'abord. Vous êtes juriste spécialiste en droit public et droit des étrangers. Vous êtes vivant à Paris, en France, depuis plusieurs années déjà. Qu'est-ce qui a justifié votre retour au pays? Alors, c'est tout simplement naturel pour moi de revenir. Je suis né ici, j'ai essayé de grandir un petit peu ici aussi. Okay. Ce qui fait qu'on revienne quand on a l'amour du pays. On reconnaît chez soi, on s'est dit bon, on revient quand l'occasion se présente. Exactement. Voilà, c'est pour cela que je reviens. L'idée d'apporter une pierre de contribution. Voilà, pour essayer d'apporter quelque chose. Parce que nous pensons que pour ce pays, il faut que chacun de nous essaie d'apporter ce qu'il a pour essayer, une pierre à l'édifice, comme on l'a dit, pour essayer de... Est-ce qu'il y a photo entre la vie à l'étranger et la vie au Congo? Non, en fait, on ne va pas faire ce genre de comparaison tout de suite, parce que je me dis, parce que tout de suite, quand on est chez nous, je me sens beaucoup plus à l'aise quand je suis chez moi, je te l'ai dit tout de suite. Exactement. Donc, ce qui fait qu'ailleurs, ils ont une vie, ici, nous en avons une. Donc, nous ne pouvons pas comparer les deux. Exactement. Nous avons des civilisations différentes, donc chacun a sa façon de voir les choses. Exactement. Nous vivons, ils vivent, et voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'était une première histoire, une première dans l'histoire, voir un président congolais passer le pouvoir pacifiquement à un autre président. Vous étiez à l'étranger. Comment vous avez vécu cet événement? Alors, c'était un événement pour nous, c'était quelque chose d'extraordinaire parce qu'en fait, on n'était pas habitué à ce genre de situations. Moi, depuis que je suis né, je n'avais jamais vu. Vous n'êtes pas seul, là, nous tous, hein, d'ailleurs. Voilà, je n'avais jamais vu. Ouais. Et c'était pour nous, d'ailleurs, une lueur d'espoir. On s'est dit, en tout cas, la démocratie, elle évolue. On s'est dit que bon, voilà, les choses vont évoluer. Et puis après, je rappelle, comme vous l'avez dit, à l'époque, on était encore étudiant. D'ailleurs, lorsqu'il est arrivé à Paris, on a tous couru pour aller le voir. Sous la pluie d'ailleurs. voilà. C'était une lueur d'espoir. Belle expérience. Voilà, une très belle expérience pour nous. Donc nous espérons que ces systèmes vont continuer. Il y aura des nouveaux et des nouveaux présidents après. Chaque fois qu'il y aura élection, nous pensons que l'élection va continuer comme ça. Voilà. Parce que dans sa gestion maintenant de la chose publique, secteur par secteur, vous allez essayer un peu de brosser. Comment trouvez-vous? Est-ce que depuis qu'il a pris le pouvoir, l'espoir qu'il a suscité dans la jeunesse, dans tous ceux qui voulaient finalement voir le départ de ce qu'on a décrié, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous reconnaissez toujours les prouesses dans l'espoir qu'il avait suscité? Alors, moi, pour l'instant, je continue toujours à garder cet espoir parce que je vis qu'il y a des actions qui sont en train d'être posées. Okay. Alors, par exemple, sur le plan de la justice, nous voyons que la machine tourne et que tout est en train de marcher. Ben, même si ce n'est pas vraiment encore ce que nous attendons, parce que nous voulons que ça aille encore plus loin. Je peux dire que ça évolue. Sur le plan de l'éducation, n'en parlons même pas, la gratuité de l'enseignement, tout ce qui va avec. Et puis sur le plan social aussi, nous voyons avec l'augmentation des salaires des fonctionnaires de l'État. Voilà, 30%, 40%. Des 30%, 40%, 45% d'ailleurs. Donc c'est des choses... C'est une première dans l'histoire depuis que le Congo est indépendant. Oui, une première de l'histoire avec les régies financières qui continuent à faire des recettes exorbitantes qui n'ont jamais existé depuis plusieurs années. Pour nous, il y a encore une lueur d'espoir et nous faisons confiance. Au chef de l'État et à son gouvernement. Mais on va rester secteur par secteur. Les secteurs qui ont les plus marqué, on en parlait du secteur de l'enseignement, avec la gratuité de l'enseignement qui est reconnue par la Constitution, mais c'est Tshisekedi qui l'a appliqué. C'est une prouesse aussi dans sa manière de gérer. Bien sûr que oui. Vous savez, la gratuité de l'enseignement, c'est une disposition constitutionnelle qui existait depuis toujours, mais dont certains n'ont pas eu les courages. Je parle du courage, je ne parle pas vraiment. Les courages et la volonté de les faire, parce qu'en fait,
ce n'était pas, ça se voit aujourd'hui que ce n'était pas une question de moyens, c'était une question de volonté politique, de vouloir changer les choses, une disposition constitutionnelle qui existait depuis longtemps. Le président Tshisekedi l'a dit lors de sa campagne, il va faire de la gratuité de l'enseignement des bases, une effectivité, et aujourd'hui c'est fait, malgré tout ce qu'il y a eu autour de ces financements, le nombre d'élèves par classe, les enseignants qui touchent, ce qu'on dit, ce que certains racontaient, le salaire modique. Non, aujourd'hui, vous avez vu que les salaires des enseignants a augmenté. Un enseignant qui touchait 150 000 francs, aujourd'hui il a plus de 250, 400 000 francs. Ça, c'est quand même des choses qui évoluent. Et surtout, il faut se rappeler qu'aujourd'hui, les parents ne payent plus les frais. Parce que quand les parents, pour l'éducation des bases, ils ne payent pas les frais. Et c'est le gouvernement qui supporte les enseignants. On fait quand même une augmentation, c'est quelque chose à saluer. Et aussi, il faudrait rappeler normalement que les taux d'inscription à l'école des bases a évolué. Plus de 4 millions d'enfants sont inscrits. Et aussi, à l'école secondaire, il y a encore une augmentation d'inscription, ce qui veut dire que c'est très important. C'est ça, c'est des avancées que nous voulons, que ça continue. C'est une lancée et nous ne sommes pas prêts que quelqu'un d'autre nous dise que ces processus et les trains qui en marche puissent s'arrêter. Mais voilà. On a l'impression qu'à l'étranger, les dirigeants sont un peu mal perçus. On a parlé du phénomène combattant. Quand un dirigeant politique se rend à l'étranger, on a l'impression qu'il est généralement hué, mal accueilli. Mais c'est quand même incroyable de voir que vous êtes jeune, vous êtes congolais, vous étiez ici, vous êtes parti, et vous gardez une bonne image du président. Comment ça se fait? Vous savez, Dan, moi je suis un démocrate, pour ne pas dire voltairien. C'est-à-dire que je peux ne pas être d'accord avec votre avis, mais je suis encore prêt à me battre pour qu'on ne puisse pas vous interdire de le défendre. Ils ont leur avis, ils ont leur vision de la situation. Moi, j'ai aussi mon avis. Je viens sur place, je vois ce qui se passe. Donc, il y a des Congolais qui défendent le président de la République à l'étranger. Exactement, je suis l'un de ceux-là. Et autour de moi, il y en a plusieurs. J'ai évolué dans les milieux universitaires. Autour de moi, nous sommes plusieurs. Je vous ai dit d'ailleurs que nous sommes arrivés. Les jours où le président de la République est arrivé à Paris, nous étudiants vivant à l'époque en province, nous nous sommes déplacés sous la pluie. Nous sommes déplacés sous la pluie pour aller voir le président de la République. Donc c'est pour dire que parmi nous, il y a des gens qui ont des avis divergents. Ce n'est pas parce qu'il y a des avis divergents qu'il n'y a pas des gens qui soutiennent le président de la République. Nous sommes là et nous pensons que ça va changer. Nous avons encore foi et nous voyons les changements et nous continuons toujours à défendre. D'accord. Vous avez parlé du secteur de la justice, vous êtes juriste vous-même. Oui, les secteurs de la justice pendant que Kabila a été sur place, maintenant aujourd'hui, avec ce qu'on a remarqué, l'arrestation de beaucoup de personnes qui détournent les fonds de l'État, l'arrestation des hauts fonctionnaires de l'État, c'est ce que vous saluez particulièrement? Voilà, nous saluons cela particulièrement parce qu'on s'est dit que nous ne sommes plus dans un régime d'hommes forts, où la justice était pour les uns et pas pour les autres. Aujourd'hui, le président de la République a fait en sorte que cette justice soit réellement indépendante. Vous savez, avec l'arrestation de l'ancien directeur de cabinet chef de l'État, lui, il a été interpellé, condamné même au premier degré, bien qu'après acquitté au niveau de cassation. Enfin, on peut être sûr aujourd'hui que, et plusieurs personnalités d'ailleurs, ou même à la présidence de la République ont été interpellées par la loi. Donc aujourd'hui, il n'y a plus à dire qu'il y a un régime d'hommes forts. C'est pas parfait. C'est pas parfait. Bon, tout n'est pas parfait. Ça continue, c'est vrai que ça doit prendre du temps, ça doit normalement prendre du temps parce qu'on doit essayer d'assainir ces niveaux-là. Je rappelle d'ailleurs que dans les jours qui viennent, il y a encore un concours pour les magistrats, pour les nouveaux magistrats, dans les jours qui viennent, un concours. Le projet a commencé avant que le président Tshisekedi ne soit président de la République. Aujourd'hui, il arrive, il est en train de matérialiser ce projet. Donc nous sommes contents, on s'est dit, oui, depuis quelques jours encore, les hauts magistrats ont prêté serment. Il a nommé d'autres hauts magistrats à la Cour de cassation au Conseil d'État. Donc on est très content. On s'est dit la machine judiciaire est en route et elle est protégée. Il faut commencer à améliorer les conditions de travail des magistrats par les salaires qui sont aussi mieux payés que certains. Mais oui, les conditions de travail des magistrats est aussi en train d'être améliorées parce que le fait déjà qu'on accepte d'en rajouter, c'est-à-dire qu'il y a une provision certainement pour ceux qui viennent et ceux qui étaient déjà à l'avance. Donc c'est un peu ça. Oui, donc on est très confiant. On voit qu'à l'allure on voit les choses avec l'économie que nous sommes en train d'avoir pour l'instant, je pense qu'on va couvrir les charges. Ça suscite de l'espoir quand vous voyez ce que certains qualifient de maquillage, d'autres appellent ça les prouesses de l'inspection générale des finances. Quelle est votre perception? Vous pensez que l'IGF travaille très bien ou bien c'est juste un instrument de répression des oppositions ou des opposants dans le pays? Moi, je pense que l'IGF travaille. Parce que l'IGF
aujourd'hui nous a démontré ce que nous ne savions pas à l'époque. Aujourd'hui, nous avons découvert que certains frais de l'État allaient dans des poches des individus. Nous, on ne savait pas, vous payez les impôts, mais après, tout ça, ça rentre dans des cartes bancaires des individus qui se promenaient dans des poches. Nous avons découvert que l'argent était dilapidé. Voilà. Aujourd'hui, je pense que c'est une institution ou un organe qu'il faut protéger. Mais si Alingué et les autres, il faut le protéger parce qu'en fait, ils font du bon travail. Quand un Congolais travaille, nous pensons qu'il faut le corriger. Parce que si vous voulez, Dan, avec l'accompagnement de l'IGF, toutes ces régies financières ont fait des exploits. Vous avez vu avec la DGI. C'est grâce à l'IGF, vous pensez? C'est grâce à l'IGF. Vous pensez que c'est grâce à l'IGF? Mais parce que ça n'a jamais existé depuis des années. Aujourd'hui, vous avez vu, avec des assignations qui dépassent plus de 200%, et nous avons une recette qui n'a jamais été réalisée par la DGI. Ça, c'est l'accompagnement de l'IGF. Donc, ils ont ces mérites, nous devons les accompagner, nous les soutenons, nous pensons qu'ils sont prêts à faire encore plus, si nous les accompagnons tous. Mais c'est ceux qui parlent de maquillage, ceux qui parlent d'instruments de répression. Vous savez, comme je le disais tantôt, chacun de nous a ses opinions, mais nous voyons la réalité des faits. Nous voyons qu'il y a un budget qui évolue, nous voyons qu'il y a des actes qui sont posés. Les gens peuvent avoir des avis divergents, mais cela n'empêche que le gouvernement continue à travailler et que nous qui sommes là, nous sommes en train de voir que ça évolue. Donc voilà, les avis des autres, nous les respectons, mais nous pensons qu'il y a des choses qui sont en train de... Parlons du social, comme vous avez dit tantôt, augmentation des salaires des fonctionnaires de l'État, mais face à l'inflation, à l'augmentation du coût de la vie au niveau national, la RDC aujourd'hui, malgré l'augmentation des salaires, mais on a l'impression que le coût de la vie reste statique. Est-ce qu'il y a un impact réel dans le panier de la ménagère? En fait, il faut d'abord comprendre d'où vient le problème. Il y a une récession internationale. Les problèmes de l'économie aujourd'hui, ce n'est pas un problème seulement. C'est un problème international qui a commencé, vous savez, et c'est presque partout. Mais on continue à se battre parce qu'à partir du moment où nous augmentons les salaires, à partir du moment où le gouvernement, pas nous, le gouvernement augmente les salaires, c'est qu'ils se disent, nous allons faire face au taux élevé des prix sur le marché. Donc on essaie de voir tout ça pour essayer d'améliorer les conditions. Donc l'amélioration des conditions de vie passe exactement sur l'augmentation de salaire. C'est vrai que du pouvoir d'achat, on y travaille, je pense que ça va... Mais déjà, on est parti d'une augmentation de budget de 50%, on dira. On est parti plutôt de 100%, on est parti de 5 milliards à 10 milliards. Oui. Est-ce que cela ne devait pas se suivre dans l'augmentation des salaires des fonctionnaires? Pourquoi on n'est pas allé à 100%? Dan, vous savez, dans ce pays, nous avons vu... Pendant que nous avons la présidence qui consomme 35% du budget, vous avez le gouvernement qui consomme pratiquement 25%. C'est assez budgétivore. Vous savez, Dan, je suis d'accord avec vous. Vous savez, lorsque vous parlez de ces dépassements budgétaires et tout ce qu'il y a comme consommation institutionnelle du budget d'État, vous devez vous rappeler, vous avez parlé d'un budget qui a augmenté jusqu'à 10 milliards. Vous rappelez-vous que dans ces pays, il y avait un gouvernement qui organisait des réunions qu'on appelait Troïka stratégique dans ce pays avec toutes les expressions économiques que personne ne comprenait sauf eux. Et ça, ils n'ont jamais atteint les taux de 10 milliards, un budget de 10 milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est une première. Mais c'est important. Est-ce que cela est redistribué ou distribué équitablement? Oui, mais la redistribution va passer comme avec l'augmentation des salaires. C'est comme ça que la redistribution s'est faite. L'augmentation de salaire, aujourd'hui, nous avons, par exemple, avec le veuve des militaires qui touchait pratiquement 30 000 francs, aujourd'hui, avec cette augmentation, et ça retrouve parfois avec 250 000 francs, 130 000 francs, 250 000 francs ou plus. Et là, on s'est dit, c'est cette redistribution qui est en train d'être faite, et on est d'accord qu'avec les temps, le gouvernement l'a dit, ça ne va pas s'arrêter. On va essayer de retrouver, avec tout ce qu'il y avait, avec la fonction publique, le ministre de la fonction publique, l'ADR dit, nous allons récupérer tout ce qui était dû par des personnes inexistantes ou des personnes qui existaient dans plusieurs ministères à la fois. On va récupérer tout cela, on va encore renforcer, on va renforcer les salaires et on va y aller encore. Donc je pense que ça sera amélioré dans les tout prochains jours. On va encore augmenter le salaire. Je suis confiant. Vous comprenez? D'accord. On va rester sur cette question-là. C'est une question vraiment très, très importante. Vous soutenez aussi qu'il y ait redistribution équitable des biens de l'État et baisse du train de vie des institutions. C'est quand même important que nous sachions comment cela peut se faire. Par quel mécanisme on peut faire pour que quand même les hauts fonctionnaires qui touchent par exemple des millions ou beaucoup d'argent, et comment faire pour... qui est cet équilibre-là? En fait, cet équilibre, nous l'avons toujours dit, c'est vrai qu'il faut, tout le monde en parle.
On parle de la baisse des trains de vie des institutions. Par exemple, aujourd'hui, c'est les cas les plus évoqués, c'est l'Assemblée nationale ou encore le Parlement, où les députés sont payés à des montants qu'on ne sait pas vraiment. Tout le monde dit son montant. Lorsque certains passent, ils nous parlent, même les députés, certains vous disent, mais bon, écoutez, nous sommes payés en fonction des commissions. Si vous êtes, par exemple, à la commission ECOFIN, vous touchez plus. Par exemple, si vous êtes que celui qui est à la commission PAG. Bon, là, vraiment, c'est une évidence. Nous savons que le président de la République l'a lui-même dit qu'il faut diminuer les trains de vie des institutions parce qu'il n'est pas normal, dans un pays comme celui-là, qu'on touche plus de 21 000 $. Pour un seul individu, bon, les problèmes aussi, il faut qu'on sache ce qu'ils nous produisent comme loi, parce qu'en fait, c'est ça leur travail. Et je pense qu'avec les temps, nous devons accepter de diminuer les trains de vie des institutions. C'est tout ce que nous prenons. La gestion, vous avez suivi à Goma, de passage, le chef de l'État avait dit que bien voilà, nous allons nous battre pour que l'insécurité soit rétablie. Est-ce que nous sommes en train, dans ce secteur-là, est-ce que la sécurité est en train d'être rétablie dans la partie est du pays? C'est vrai. Avec déjà l'installation de l'état de siège. C'est vrai. D'abord, lorsque vous me posez cette question, ce qui nous vient en tête directement, tout, c'est le Bunagana. Oui, vous savez, c'est dans la province du Nord Kivu. Mais ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que plusieurs chefs-lieux ou encore plusieurs territoires dans l'Est de la République ont été déjà récupérés par le gouvernement de la République. Il n'y a plus de tueries comme il y en avait avant. C'est vrai, c'est Bunagana, mais il faut reconnaître aussi les problèmes de l'Est de la République. Il faut qu'on se rappelle, il faut que tout le monde les sache. On a parlé du Rwanda. Est-ce qu'il y a suffisamment d'efforts pour que la paix revienne? Déjà, quand la défense a un budget de 5%, vous pensez qu'on peut y arriver? Vous connaissez le budget de la défense du Rwanda ou de l'Ouganda? C'est pas pareil par rapport à la RDC. Vous savez, ce n'est pas seulement le budget qui fait en sorte qu'une guerre soit gagnée. Parce qu'après, vous pouvez avoir un bon budget, mais si les militaires ne sont pas motivés et qu'ils ne sont pas aussi patriotes, ça ne peut pas marcher. Donc, ce qui est important, c'est vrai que nous devons motiver nos militaires. Parce qu'ils sont en train de faire un travail extraordinaire sur le terrain. Vous l'avez vu vous-même, qu'en dehors de Bunagana, on ne va pas nous citer notre ville ou encore un autre village qui est en ce moment entre les mains des rebelles. Ça fait 3 mois. Ça fait plus de 3 mois que, oui, malheureusement, que Bunagana est entre les mains des types. J'espère que le gouvernement est en train d'y travailler avec l'armée pour qu'on essaye de retrouver. Parce que cette question, normalement, c'est une question des multinationales. On le sait aujourd'hui, c'est parce qu'il y a les intérêts des multinationaux. Aujourd'hui, ils savent qu'il y a des matières premières qu'ils sont en train de rechercher dans cette partie de la République. Pourquoi? Parce que le Rwanda est là, on en parle. On sait que la guerre dans l'Est de la République, c'est une guerre montée de toutes pièces par des forces étrangères. C'est pour ça que ça ne s'arrête pas. Mais je pense qu'avec le temps, ça finira par s'arrêter. Avec plus de moyens, plus d'efforts, on peut mettre... Oui, exactement, plus de moyens, plus d'efforts, parce qu'après, je pense qu'avec la prévision budgétaire que nous entendons tous, qui va passer des 10 milliards, peut-être dans les jours à venir, à 14 milliards. Donc, ce qui est important, c'est que l'État, je pense que l'État, le Parlement s'appelle autorité budgétaire, ils doivent comprendre aujourd'hui, quand ils rentrent dans leur commission, que les budgets de l'armée doivent être encore revus à la hausse pour qu'ils fassent leur travail comme il faut. De Kabila, tu sais qu'il dit la gestion de l'insécurité, il y a évolution ou on est du surplace ou encore on recule? Non, pour l'instant, il y a de l'évolution. Je vous ai dit qu'en dehors de Bunagana, qu'on nous dise encore quelle est la partie de la République. Rappelez-vous, à l'époque de Kabila, même Goma a été pris. Vous vous rappelez? Donc aujourd'hui, on parle les mêmes M23. Oui, je parle M23, bien sûr. Donc parle les mêmes M23. Mais aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, nous avons que Bunagana, et ils travaillent, je vous dis, les affaires de la sécurité, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas dévoiler tous les secrets, mais ce qui est sûr que dans tous les prochains jours, ça avance et que nous aurons certainement, nous allons retrouver notre ville entre les mains des forces loyalistes. D'accord. On va parler du secteur des infrastructures. Parlons justement du gouvernement Sama Lukonde qui a plus d'une année déjà à la tête de l'exécutif national. Il y a beaucoup de projets qui ont été lancés. Il y a des projets 145 territoires, projet Chile-Gelou, projet Kinshasa Zéro Trou, tout ça. Est-ce que vous voyez une évolution dans nos infrastructures? Oui, dans les infrastructures, déjà quand... Vous étiez à l'étranger, en revenant au pays, est-ce que vous avez senti ce changement? Mais déjà quand je reviens, je retrouve qu'il y a des sauts de moutons, on peut tout dire, mais ça existe, il y en a 6, j'en ai compté, donc dans la ville de Kinshasa, pour nous déjà, c'est incroyable, on voit ça, on n'a pas laissé ça, on n'a pas vu ça à l'époque, mais ça a été fait.
Aujourd'hui, on n'a plus le même embouteillage qu'avant, bien que ça existe quand même, aussi dû à la conduite de nos compatriotes. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a, il y a par exemple aussi la construction des centres hospitaliers du camp colonel Tchachi, qui a été construit aussi. Ça, c'est au niveau des infrastructures. Oui, ce sont des infrastructures. Il y a aussi les routes qui sont en train d'être construites. Parce qu'en fait, avec la vision de Félix Tshisekedi, comme il le disait, c'était normalement la création des routes qui peuvent, des routes transfrontalières ou encore les routes interprovinciales. En fait, ce sont des routes qui permettent la circulation de marchandises ou encore la circulation des produits et à des biens et produits. Et donc, c'est pour ça qu'il a, vous verrez la route qui va de Lubumbashi à Kasumbalesa, la route qui quitte Kasumbalesa vers la Zambie. Tout ça n'est pas vulgarisé. Tout ce qu'il est en train de faire, très peu de Congolais sont au courant. Tout ce que nous fustigeons, nous, par exemple... Quel est le problème à ce niveau-là? Tout ce que nous fustigeons, nous qui vivons, par exemple, à l'étranger, c'est que nous n'avons pas aussi les informations par rapport à cela. Et c'est ce qui énerve certains de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. C'est comme si rien n'est fait. Alors qu'aujourd'hui, nous parlons de la gratuité de l'enseignement qui est énorme. Nous parlons des œuvres qui sont en train d'être faites par le président de la République et personne presque n'en parle. Et c'est seulement lorsqu'on arrive sur place qu'on essaie de faire des fouillers. Même sur Internet, on essaie de voir qu'est-ce qui est en train d'être fait. On ne trouve presque pas. Je pense qu'il y a un sérieux problème aussi de la communication au sein de la présidence de la République. Et on doit revoir peut-être ces côtés-là, essayer de vulgariser les actions du président parce que certains compatriotes vivant à l'étranger essayent de se fâcher contre le pouvoir actuel simplement parce qu'ils n'ont pas l'information. Donc la question d'information, c'est une question majeure. Lorsqu'on vous emporte l'information et que vous êtes incapable de vous chercher vous-même des informations, c'est compliqué. On a traversé deux grandes crises, on est en train de traverser une deuxième crise. La crise d'abord de la Covid-19 qui a frappé le monde entier. Oui. La façon dont les autorités congolaises ont réagi par rapport à cette crise, vous pensez qu'ils l'ont fait de façon intelligente ou c'était vraiment du fourre-tout? Vous savez, même en France, le président Macron avait dit nous sommes en guerre. Quand ça commençait, quand la guerre commence, parfois personne ne sait quand ça commence. On n'est jamais préparé. Donc la crise, elle a été gérée comme elle avait été gérée. Bon, je pense qu'il y avait des institutions qui étaient, le gouvernement avait mis en place des mesures sanitaires pour essayer de porter des masques. Il y avait des tests qui étaient réalisés. Je me rappelle qu'il y a aussi des hôpitaux où on avait mis en place... il y a un ministre qui avait été soupçonné, le ministre du sectoriel, qui avait été soupçonné de détournement de fonds Covid, qui a même été interpellé pendant un moment. Mais c'est ça ce qu'on appelle l'état des droits en fait. Même s'il est de la famille politique du chef de l'État, il a été interpellé. Voilà, c'est des choses comme ça. On s'est dit que ça ne doit pas se répéter. Si c'est vraiment vrai, la justice a fait son travail. Donc... nous pensons qu'il a été libéré. La résilience économique de la RDC pendant la Covid. Oui, pendant la Covid, il faut comprendre que ce n'était pas aussi facile même dans tout le pays. Ce n'était pas aussi facile. La RDC, elle a traversé des moments très difficiles. En ce moment où le président venait de prendre son pouvoir et il se passait directement la Covid qui arrive, il devait faire face à quelque chose auquel on n'a pas prévu normalement dans les budgets, ça arrive. Donc c'était compliqué. Il faut parfois comprendre, essayer de relativiser les choses. C'est ce que je pourrais dire. Il faut parfois relativiser les choses, mais déjà quand nous remarquons cette économie qui dépense, notre économie qui dépend seulement de l'exploitation des matières premières, cette économie déjà depuis l'indépendance, c'est pratiquement la même chose. Le président Tshisekedi n'a pas amené de nouvelles recettes, notamment la recette de la diversification de l'économie. Si les matières premières baissent au niveau international, notre économie est touchée. Si les matières premières ont une santé au niveau international, nous sommes florissants. Déjà, 4 ans, pas de diversification mais 4 ans, de l'économie. Oui, pas de diversification. C'est quand même beaucoup. Oui, mais 4 ans, il faut se rappeler que le budget n'est plus le même. Quand il est arrivé au pouvoir, combien a-t-il trouvé dans la caisse de l'État? Aujourd'hui, combien il y a encore un budget? Donc le budget, il a évolué. On peut dire que les choses ont bougé. Donc, dire que bon, l'économie n'est pas du tout diversifiée, c'est vrai qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Mais il y a aussi certainement, vous savez, la gestion, c'est les gouvernements. S'il y a certains de nos ministres qui ne font pas bien leur travail ou encore qui n'aident pas le président de la République, je pense que les choses doivent être vues comme ça, mais ils doivent travailler. Mais là où les choses ne marchent pas, c'est la faute de qui? Non, mais quand les choses ne marchent pas... C'est pas la faute du chef de l'État. C'est lui le chef de l'exécutif national. Bien sûr que oui, c'est lui le chef de l'exécutif national, mais c'est plutôt le chef. Le chef, oui, il est le chef. C'est plutôt le
C'est plutôt le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement qui est le chef de l'exécutif. Voilà, le chef du gouvernement qui est le responsable de l'action de l'exécutif. Et c'est lui qui doit normalement, s'il y a une motion de censure, c'est lui qui va l'engager. Et donc, nous pensons que c'est à lui de voir son équipe. C'est à lui de revoir le Premier ministre Sama Lukonde, qui doit revoir en même temps son équipe. S'il y a des choses qui doivent être améliorées, ce seraient lesquelles, par exemple, au niveau national? Quelles sont les choses qui devraient normalement être améliorées? Comme on l'a dit, le niveau social, c'est vrai, il y a quelque chose qui a commencé. Mais c'est de là que nous devons mettre beaucoup plus de puissance. C'est de là que nous devons mettre beaucoup plus de moyens. Parce que le problème du Congolais, pour l'instant, c'est les sociales. Et les sociales, on doit se le dire, ce n'est pas encore ce qu'on est en train de s'attendre. Voilà. Et puis améliorer aussi les soins de santé. Parce qu'après, les soins de santé... Est-ce que vous pensez que vous pouvez revenir au Congo, vivre au Congo? Bien sûr que oui. Après, si je ne pouvais pas revenir pour vivre au pays, je suis là avec vous. Ce qui prouve que les Congos, c'est mon pays, on est patriote, on aime notre pays, on revient parce que c'est chez nous. C'est vrai qu'on vit ailleurs, mais ici on revient parce que c'est chez nous. Et qu'il y a beaucoup plus d'opportunités chez nous qu'ailleurs. Ça, je l'ai dit toujours à tout le monde. On n'est jamais mis ailleurs que chez soi. On revient chez nous quand il y a la possibilité d'y revenir. C'est vrai qu'il n'y a toujours pas une politique. C'est vrai qu'il n'y a toujours pas une politique mise en place pour essayer d'attirer réellement les intelligences, tous ces jeunes qui partent, comme moi par exemple, c'était le cas, tous les jeunes qui vont à l'étranger pour étudier, et puis la plupart, quand ils terminent, ils restent dans ces pays-là. Cette politique-là, nous voulons que les gouvernements la mettent en place. Mais nous savons aussi que le président de la République, c'est parmi, pour nous... La capitalisation de la matière grise. Ceux qui sont à l'étranger, qui sont spécialisés, ils sont spécialisés dans beaucoup de domaines. Oui, ils sont spécialisés dans beaucoup de choses. Mais là aussi, je voulais rappeler, Dan, le président de la République, les gens n'en parlent pas. Tous les étrangers vivant tous les Congolais vivant à l'étranger, qui, pour une raison ou une autre, ils sont nés dans ces pays-là et qu'ils ont les nationalités de ces pays-là, avant, pour revenir au pays, ils devaient se présenter devant un consulat où il y a peut-être beaucoup de procédures à réaliser. Mais lorsque le président Tshisekedi arrive, il dit, même si vous avez une nationalité étrangère, et lorsque vous voulez revenir dans votre pays, vous reviendrez quand vous voulez, mais quittez votre pays avec votre passeport de la nationalité dont vous avez, revenez au pays, vous aurez votre visa à l'entrée à l'aéroport, dans l'aéroport international d'Ndjili, vous arrivez. Vous savez combien ça peut avoir un impact, combien de Congolais... Je donne un exemple. Les Congolais qui sont par exemple français, je parle du pays où j'habite, les Congolais qui sont français, qui ont la nationalité française aujourd'hui, qui ne pouvaient pas venir parce que simplement, ils ne savent pas faire toutes ces procédures. Et il y a un passeport français, ils ont plus de 180 pays, depuis 2000, même à 2022, ils ont plus de 180 pays à circuler sans visa. Ils ne sont pas habitués à la culture des visas. Mais lorsqu'ils veulent se rendre dans leur propre pays, on leur impose les visas. Le président Tshisekedi arrive, il prend cette mesure. Il dit, tous les Congolais, vous venez, vous n'avez pas besoin de demander les visas au consulat, vous venez, vous payez $90 à l'aéroport d'Ndjili, vous avez votre visa et vous rentrez. Donc ça, à la longue, ce sont les potentiels investisseurs, ce sont des jeunes qui reviennent, ce sont des parents, ce sont des gens qui sont nés à l'étranger, qui sont Congolais, mais quand ils reviennent visiter leur pays, parce qu'ils se disent, le visa, je l'aurai une fois arrivé sur place, donc ils viennent visiter les pays, on ne voit pas l'impact de cette mesure-là aujourd'hui, mais dans 5-3 ans, vous verrez combien d'investisseurs viendront investir chez nous et ce seront des Congolais parce qu'ils n'étaient pas venus, qui ne pouvaient pas venir simplement par rapport aux procédures administratives. Là, ça relance une question très importante, la question de la nationalité congolaise. Oui. On va essayer un peu d'en parler. La nationalité congolaise est une et exclusive. Oui. On ne peut pas la détenir avec une autre nationalité. Oui, on ne peut pas la tenir concurremment d'une autre, bien sûr. Ouais. Alors, vous pensez qu'il serait mieux qu'elle soit plus exclusive? Alors, moi, j'ai toujours pensé que quand on est Congolais, on les reste. Parce qu'en fait, comme on venait de le dire ici, le fait de perdre sa nationalité parce que peut-être on a eu une autre nationalité, les réalités à l'étranger sont diverses. On ne le sait pas toujours. Lorsqu'on arrive sur place, je peux vous le dire, moi, j'ai fait des études en France, mais pour accéder à certaines fonctions, on m'a imposé parfois d'avoir la nationalité. On dit, ah non, ici, c'est vrai, vous êtes compétent, mais pour être là, vous devez être, par exemple, français. Et c'est ça, les gens, ils accèdent à cette nationalité-là, mais cela ne fait pas des gens, cela ne fait pas perdre la volonté ou encore son patriotisme pour son pays d'origine. Donc, si on peut revoir cette question, le président de la République l'avait dit, qu'il verra avec ça et il y travaille. Déjà, c'est avancé. C'est avancé. Et le fait d'accepter que les Congolais qui ont notre nationalité viennent au Congo sans visa et qu'ils aient leur visa à l'aéroport, c'est dans cette mesure-là, je pense que progressivement, on va y arriver. Si vous voulez encore un point, en France, le président de la République avait nommé à notre ambassade une dame
il y avait plus de 15 autres ambassadeurs qui étaient passés, tous étaient des hommes. Aujourd'hui, c'est une femme. Madame Tchombe. Madame Tchombe. Tu vois, moi, j'étais à l'ambassade. Alors, avant qu'elle ne soit là, je ne dis pas que tout est OK depuis qu'elle est là, mais avant qu'elle ne soit là, ce n'était pas ce qu'il y a aujourd'hui. Pour renouveler son passeport, les gens quittaient la France pour aller en Belgique, aller renouveler un passeport. Aujourd'hui, je ne pense pas que les gens y vont. Moi-même et certains membres de ma famille, nous avons renouvelé nos passeports, nous n'avions pas eu besoin d'aller en Belgique pour le faire. Donc aujourd'hui, il y a quand même une organisation et le chef de l'État a mis aussi l'accent sur la représentation des femmes dans les institutions, le fait d'avoir nommé cette dame, que je ne connais pas d'ailleurs, hein, voilà, qui est à la tête de cette ambassade. Et les choses évoluent depuis qu'elle est là. Donc on tient compte des... Elle fait du bon travail. Pour l'instant, je dirais oui, parce que j'ai été à l'ambassade, je n'ai pas eu besoin pour renouveler mon passeport ou bien pour avoir des documents par rapport à ce qui se passait avant. Tout le monde, si vous posez la question à tous les Congolais qui vivent en France, à l'époque, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde, quand il arrivait à l'ambassade, c'était des problèmes. Mais aujourd'hui, depuis que cette dame est arrivée, je ne dis pas que tout est OK, mais au moins, il y a une lueur d'espoir. Et quand on arrive, on sent qu'il y a une certaine organisation. Même quand vous écrivez, on vous répond. Donc, c'est quand même des avancées comme ça. Il y a aussi cette question qu'on a appris de dettes que les ambassades avaient de payer les loyers dans plusieurs pays, mais le gouvernement avait payé cela. Ça, c'est aussi une avancée significative. C'est aussi une avancée significative. Parce qu'à partir du moment où les ambassades... C'est quand même une honte, un État qui n'arrive pas à payer le loyer. Vous savez, un État... C'est ce qu'on a vécu pendant un certain moment. Oui, c'est pour ça qu'on vous disait que les régimes parlaient des maximisations des recettes de manière optimale. Comme je le disais avec toutes les expressions économiques, toutes les semaines, des réunions des troïkas stratégiques, mais après, ça n'arrivait pas à payer les loyers pour les ambassades. Ça aussi, c'est déplorable. Et aussi la gestion même au sein de ces ambassades-là. Si vous n'arrivez pas, normalement, les ambassades devraient être autonomes. Ils devraient se suffire à eux-mêmes, ils devraient payer eux-mêmes leur loyer. À partir du moment où ils n'arrivent pas à le faire, c'est compliqué. Donc, c'est aussi un problème de gestion interne d'abord, avant de parler du gouvernement aussi. Alors, les élections qui arrivent, les élections prochaines qui arrivent, vous pensez qu'il peut, déjà en France, vous allez voter, les Congolais de la France sont répertoriés parmi les Congolais qui vont devoir voter, vous pensez qu'il peut l'emporter, le président Tshisekedi? Moi, pour moi, là, si vous demandez mon avis... Votre avis, hein, mon avis, est-ce qu'il est assez populaire? Je suis plus que convaincu que le président Tshisekedi, s'il se représentait, parce qu'il ne l'a pas encore dit, s'il se représentait à l'élection de 2023, il va les gagner haut la main. Et moi, je suis sûr, et je voterai pour lui, ça je l'ai dit. Bien avant, je n'ai pas à les cacher. D'accord. Oui. Alex Toudibamou, nous sommes à la fin de l'émission. Une belle émission, que particulièrement j'ai aimé. Mais vous allez finalement regarder la caméra qui est juste en face de chez vous, en face de vous. Oui. Alors, avec Félix Tshisekedi à la tête de la RDC, comment seront les 5 prochaines années de notre cher pays? Alors, les 5 premières années avec Félix Tshisekedi... 5 prochaines années, s'il le reprend, oui. S'il est encore élu. S'il est encore élu, parce que nous pensons qu'il va l'être. Donc, s'il est président de la République, Félix Tshisekedi, je pense qu'avec cet allure, avec ce que nous voyons comme réalisation actuelle, avec ce qu'il y a comme projet, je pense que ce pays sera mieux qu'avant. Nous retrouverons réellement l'idée de l'Allemagne d'Afrique dont nous avons fait tous allusion, dont il a parlé au début de son mandat. Donc, c'est de ça que je pourrais dire. Et je suis sûr que... Il pourra rendre les Congolais les millionnaires comme il l'a promis aussi. Bien sûr, vous savez, au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, personne ne croyait que l'Allemagne allait être ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, mais l'Allemagne aujourd'hui est comptée parmi les grandes économies et bonnes. C'est juste la volonté politique. Il a une volonté politique, il l'a prouvé. Et je crois la volonté ne gère pas un pays. Vous savez, ce ne sont pas aussi non plus les compétences qui gèrent les pays. Parce que si c'était le cas, l'ancien président avait des directeurs de cabinet qui avaient tous les diplômes, les docteurs, vous le savez, je ne vais pas citer les noms, mais ce n'est pas pour autant que les pays étaient devenus les États-Unis d'Afrique ou encore la France d'Afrique. Donc c'est pour ça. Merci beaucoup Alex Toudibamou d'avoir répondu à notre invitation. Ce n'est pas une dernière fois. Ah non, je reviendrai à chaque fois que vous aurez besoin de moi. Merci. Salutations à tous les Congolais de France. Ah ouais, je salue tous les compatriotes vivant en France. On est là et vous pouvez revenir à chaque fois que vous vouliez. Le pays est à vous. Revenez quand vous avez le temps et pourquoi ne pas visiter et investir au pays. C'est le plus important. Venez investir au pays, c'est le plus important. Les Congolais vous seront à jamais reconnaissants. Ils ont besoin d'évoluer comme Alex l'a dit. Nous sommes dans une dynamique d'évolution
Et nous devons pérenniser cela. C'est ça. Merci de nous avoir suivis. Alex Toudibamoué, bon retour en France. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt.